On va partir du côté des États-Unis et se poser cette question. Et si Joe Biden voulait se rattraper des erreurs du passé vis-à-vis de l'Ukraine? On le voit bien ces dernières semaines, le président américain multiplie les aides en faveur de Kiev. Et vous allez voir, c'est pas fini, notamment dans des domaines stratégiques. Une volonté rappelée hier lors d'une réunion des pays du G7 par l'indéboulonnable Anthony Blinken, que l'on écoute. Cette administration est déterminée à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour s'assurer que l'Ukraine aura tout ce dont elle a besoin pour se battre en 2025 ou pour arriver en position de force aux négociations. De l'argent, des munitions, de la formation, tout ce dont l'Ukraine a besoin. Tous ensemble, nous allons continuer dans ce sens dans les semaines à venir pour que l'Ukraine soit sur une trajectoire claire. Nous a rejoint pour débattre de cette grande question, peut-être d'un mea culpa du côté de la Maison-Blanche. Gilles Delafont, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On va parler gros sous, et là il s'agit vraiment de gros sous, Sylvia Micon, 24 milliards de dollars. C'est peut-être la dernière enveloppe conséquente de Joe Biden à l'Ukraine. Oui, effectivement, c'est Politico qui cite un document obtenu par ces journalistes et qui a bien été passé au Congrès ce lundi, selon deux collaborateurs. Et cette demande, elle serait examinée en décembre dans le cadre d'un programme de dépenses gouvernementales élargi. Alors, ces 24 milliards supplémentaires seraient ventilés de la sorte. Regardez, 16 milliards pour reconstituer le stock d'armes américaines, car vous savez que les armes qui ont été envoyées en Ukraine, pour certaines, ont été piochées dans les stocks qui se vident. Ils font donc les reconstituer. C'est pour ça aussi que les usines d'armement aux États-Unis connaissent un regain d'activité. 8 milliards pour l'USAID, c'est l'initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine. Ça comprend de la formation du Conseil, mais aussi des équipements. Et dans ce cadre, le Pentagone conclut des contrats avec des entreprises de défense américaines. Avant les élections, l'administration comptait étaler tout ça jusqu'au mois d'avril. Avec l'arrivée de Trump, tout ça a précipité ceci. Et ce qui inquiète par ailleurs, en termes d'impact sur les stocks américains, haut responsable de l'administration avait d'ailleurs déclaré au Wall Street Journal que les États-Unis envisageaient l'achat d'armes à d'autres pays pour les envoyer ensuite à l'Ukraine. Chère Sylvia, vous l'avez laissé entendre, ça c'était avant, il s'est passé quelque chose aux États-Unis, il y a eu des élections et c'est Trump qui a gagné. Oui. Ça change quelque chose ou pas ? Alors, est-ce que ça pourrait être approuvé ou pas au Congrès? Les chances sont assez minces. Vous le savez, la Chambre, elle est à majorité républicaine. On se souvient du précédent blocage des 61 milliards. Ça avait duré des mois. Les républicains veulent arrêter la guerre et pousser les deux parties à négocier. D'ailleurs, cette demande, elle a aussitôt été critiquée par un sénateur républicain. C'est Mike Lee. Écoutez ce qu'il dit. Mike Lee, le Congrès ne doit pas offrir à Biden un cadeau gratuit pour saboter davantage les négociations de paix du président Trump à sa sortie. On sait aussi que l'épuisement des stocks s'inquiète aussi aux États-Unis et la majeure partie de ces 24 milliards iront effectivement pour reconstituer ces stocks. On sait aussi que les deux administrations elles étaient en phase quand Biden a décidé d'autoriser Kiev à frapper en Russie avec des attaques MS. On sait que Biden a aussi accéléré l'envoi de 7 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, des fonds qui avaient déjà été votés, qu'il a autorisé l'envoi de mines antipersonnelles. Bref, autant d'éléments qui devraient pouvoir aider l'Ukraine à arriver à la table des négociations avec plus d'arguments, car c'est l'objectif de Joe Biden. Parce que désormais, aujourd'hui à Washington, l'idée d'une négociation à moyen terme est acquise. Merci beaucoup Sylvia. Oui, mais à vous écouter, si et seulement si. Magali, alors d'abord, pourquoi le changement de ton? On a envie de lui dire, et pourquoi pas plus tôt? Ça aurait peut-être changé le cours de la guerre, certainement. Oui, mais de toute manière, Joe Biden est toujours resté dans cette optique d'une extrême prudence pour éviter l'escalade, parce qu'il y avait la crainte du côté du président américain d'un dérapage possible sur le nucléaire. Donc cette angoisse-là, elle a été omniprésente pendant le mandat de Biden, ce qui explique qu'il y ait toujours eu ce retard qui est tant critiqué par les Ukrainiens. L'élection est passée. Maintenant, ce que cherche à faire Joe Biden, c'est aussi préserver une forme d'héritage. C'est-à-dire que quand même, pendant 2 ans et demi, il a été le chef de file du front occidental face à la Russie. En 2022, il disait que Vladimir Poutine ne devait même pas rester au pouvoir. Bon, aujourd'hui, il y a quand même ce risque que tout ça soit détricoté et que Vladimir Poutine puisse remporter son pari. D'où la nécessité, comme le dit Sylvia,
dans l'optique de ces négociations qui de toute manière paraissent acquises maintenant quand on discute un peu avec les gens à Washington. Autour de la table, vous avez raison. Comment arriver en position de force. Donc on voit bien que l'élection passée, Joe Biden a donné son aval aux frappes dans la profondeur, a donné son aval à la livraison de mines pour essayer de ralentir l'avancée des Russes, et maintenant cette nouvelle aide, mais qui va faire en fait fonctionner les usines américaines. C'est là-dessus que vont chercher, justement. Voilà, c'est là-dessus que vont chercher à jouer les démocrates pour essayer de faire valider ce plan. Mais on est dans une idée de course contre la montre, et donc il faut renforcer la main des Ukrainiens. C'est ce que cherche à faire Joe Biden. Toute la question est de savoir en effet quel est le niveau de collaboration aussi avec l'équipe Donald Trump, parce que c'est quand même ça la grande question du moment. Dans quelle mesure toutes ces décisions se prennent avec l'assentiment de Donald Trump. Alors, Gilles Delafont, ça c'est intéressant parce que hier on donnait cette information comme quoi les équipes Trump ont été chargées de travailler sur le dossier ukrainien avec les équipes Biden. Donc ça veut dire que dans l'ombre, jusqu'au 30 janvier, il y a une collaboration quand même pour arriver à un accord, ou en tout cas à un mieux-disant face à Poutine. Oui, absolument. L'idée, c'est de ne pas laisser une impression de flou et de ne pas permettre aux adversaires de pouvoir profiter de cette espèce de vide. Et c'est pour ça que, par exemple, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité de Joe Biden, a d'ores et déjà rencontré Mike Waltz, le futur conseiller à la sécurité de Donald Trump. Ils se parlent, ils échangent. Les équipes s'échangent en permanence. Je pense que là, sur cette dernière livraison d'armes, il est clair que Biden essaye de soigner sa sortie et de préserver un petit peu son héritage. Mais j'ai envie de dire trop peu, trop tard. Et surtout, il est acquis pour tout le monde et pour les partenaires de l'Amérique d'ores et déjà que le nouveau président, c'est Trump. Même si on est dans une période de 55 jours entre le jour d'aujourd'hui et l'inauguration officielle de Trump. Vous restez avec nous. Alors, tout est en direct, bien évidemment, vous le savez, dans LCI Midi. Et vous avez le vice-président putatif futur, bien évidemment. Vous savez de qui je veux parler ? Elon Musk vient de tweeter sur ces milliards que voudrait donner l'administration Biden. Regardez, c'est clair, c'est devant vous. Ça dit quand même beaucoup de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Vous avez à lire ? This is not okay. C'est quand même clair. Vous voulez que je vous prête mes lunettes ? Oui, absolument. Voilà, sortez les vôtres. Il n'y a pas de mal. Voilà. Bon, c'est pas de la part d'Elon Musk, c'est pas une vraie surprise. En revanche, ce qui est quand même intéressant par rapport à ce qu'on évoquait juste là, c'est que le conseiller à la sécurité, celui qui est pressenti comme tel, Mike Waltz, pour Donald Trump, a évidemment une priorité qui est la Chine, mais il est parfaitement conscient de l'interconnexion des différents fronts. C'est-à-dire qu'entre ce qui se passe en Ukraine, où il y a par ailleurs 10 000 soldats nord-coréens, ce qui se passe en Extrême-Orient, et notamment dans la péninsule coréenne, et y compris ce qui se passe en Iran, sont toujours plus interconnectés. On a à faire face aux mêmes ennemis. Et donc cette dimension, cette vision, c'est aussi celle de Marco Rubio, qui est pressenti comme futur patron du département d'État. Donc là-dessus, on peut comprendre comment ils peuvent arriver à trouver un certain nombre de terrains d'entente avec ce que sera l'équipe de Trump. Le vrai problème, c'est effectivement quelqu'un comme Elon Musk, qui n'a pas de rôle officiel précis, qui n'est pas un vice-président. Pour le moment. Pour le moment, il ne voilà. Y compris son rôle de purge dans les administrations publiques, ça sera ce n'est pas un rôle gouvernemental qui doit être agréé par le Sénat. Donc, malgré tout, on peut voir sur quel point il peut y avoir une coopération et un certain nombre d'accords. On va revoir ce tweet à l'instant d'Elon Musk. Gilles Delafont, visiblement, ça vous fait réagir. Oui, c'est tout à fait normal. C'est une façon pour Musk de dire, écoutez, de toute façon, vous n'êtes plus aux affaires, Monsieur Biden, c'est nous qui sommes aux affaires. On a la majorité au Sénat, à la Chambre, on décidera de ce qu'on veut. Vous pouvez tenter ce que vous voulez dans les derniers jours, mais c'est nous qui avons la main dorénavant. C'est nous qui avons la main, nos différents conseillers échangent. Je vous ai parlé des échanges entre Mike Waltz et Jack Sullivan, mais par exemple, le négociateur pour le Proche-Orient, Amos Hochstein,
qui vient d'obtenir ce cessez-le-feu au Liban, a également briefé les conseillers de Trump. Donc il y a déjà... Et Trump veut surtout aller très très vite. Il veut aller très très vite parce qu'il sait que dans 2 ans, il y a des élections, il va vouloir des résultats très vite. Et sur l'Ukraine, je pense que personnellement, il y a une erreur qui consisterait à penser que Trump va tout lâcher. Oui. À mon avis, Trump, il veut pas de la guerre, ça c'est certain, il voudra une paix, mais il voudra une paix dont il soit le vainqueur. Trump, il va soigner son ego, il va vouloir de la réussite. Trump, c'est un joueur de poker qui veut gagner la partie en s'en sortant avec un bon deal. Il va pas tout lâcher comme ça. Je pense que c'est une erreur de penser qu'il va bazarder en quelque sorte l'Ukraine. Vous savez quoi, Gilles Delafont, il y a des partisans sur ce plateau, ils sont à ma droite. Vous pensez la même chose, Benoît Billon ? C'est-à-dire qu'on sait que Trump, c'est un type qui envoie, mais c'est un winner. Il n'a pas cessé de le répéter, même depuis sa défaite et face à Poutine ou face à d'autres, il n'a pas envie de perdre. Non, il n'a pas envie de perdre. Après, il ne faut pas se tromper sur ce que ça veut dire ne pas perdre pour les États-Unis. Au moment de la signature de l'accord de Paris entre Henry Kissinger et l'Éducto, le négociateur nord-vietnamien, les États-Unis ont présenté ça comme une victoire. 2 ans après, le Sud-Vietnam disparaissait. Donc, si vous voulez, les États-Unis, pour eux, une victoire, ça va être récupérer des marges de manœuvre face à la Chine. Et à mon sens, ce qui va se passer, c'est pas que Trump va lâcher l'Ukraine, c'est que Trump va transférer le poids de l'aide à l'Ukraine aux pays européens, avec un deal qui sera gagnant pour le coup pour les États-Unis, c'est-à-dire achetez-nous de l'aide et ensuite livrez-la aux Ukrainiens. Donc, c'est-à-dire les États-Unis aideront l'Ukraine, mais avec l'argent de l'Europe. Donc, faites le job, mais vous nous payez pour le faire. C'est à peu près ça. C'est ça, et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé puisque vous avez des pays comme la Pologne qui cherchent à utiliser des fonds européens pour acheter de l'équipement militaire américain. Et qui achètent d'ailleurs beaucoup d'équipements militaires. Qui achètent beaucoup d'équipements militaires américains. Et sud-coréens. Vous êtes sur la même longueur d'onde, Magali ? Je pense en effet qu'il va falloir... Voilà, il faut pas tout de suite se dire que Donald Trump va lâcher l'Ukraine, que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. En ce moment, les Ukrainiens font un lobbying intensif pour essayer justement de convaincre les équipes de Trump de la nécessité de continuer à fournir l'aide à l'Ukraine en leur disant justement petit investissement aujourd'hui mais qui peut rapporter sur la durée. Notamment, et là c'est intéressant, ça revient à Elon Musk, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui font valoir les ressources de minerais notamment qu'il y a en Ukraine, notamment de lithium pour faire des batteries électriques. Il y a une prise de parole sur le fait que les ressources de l'Ukraine sont inépuisables et elles pourraient revenir aux mieux-disants ou aux mieux-aidants. Et que peut-être permettre aux États-Unis de pouvoir signer un certain nombre de contrats très avantageux pour la suite. Tout ça va faire partie aussi, bien sûr, de la négociation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut convaincre pour les Ukrainiens Donald Trump de l'intérêt, y compris commercial, financier, économique, à continuer à soutenir l'Ukraine. C'est pour ça que les jeux ne sont pas faits et que tout ça va être beaucoup plus compliqué que juste un deal en 24 heures, une capitulation de l'Ukraine. Ce n'est pas ça qui se dessine du côté de la nouvelle Maison-Blanche. Après, il faut intéresser le businessman, en fait. Oui, après, il y a quand même une réalité stratégique parce qu'il ne faudrait pas non plus penser que Donald Trump et les gens qui l'entourent ne raisonnent que en termes de deal à court terme. La réalité stratégique, c'est que les États-Unis d'aujourd'hui, ce n'est plus la puissance des États-Unis des années 80 ou 90. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir face à eux un nouvel axe du mal, pour citer George W. Bush, avec la Chine, la Russie, l'Iran, peut-être d'autres pays des BRICS, la Corée du Nord. Les BRICS, vous avez raison. Ils ont intérêt, au contraire, à chercher à diviser un maximum ces pays-là, et donc pour ça, entre guillemets, à serrer les problèmes, c'est-à-dire peut-être concéder des choses aux Russes pour les éloigner de la Chine, concéder des choses au Proche-Orient pour éviter que les Russes y soient trop influents, etc. Donc la partition américaine, elle va être très compliquée. Joe Biden n'a pas réussi son bilan en politique étrangère est quand même assez médiocre. Aujourd'hui, il n'a pas réussi à réaffirmer cette puissance américaine. Trump va avoir envie de positionnement. Et donc ça peut aller dans les deux sens. Il peut doubler la mise, comme il peut décider de laisser tomber parce qu'il y a une partie plus intéressante à la table d'à côté. Et ça, aujourd'hui, c'est ça la grande incertitude pour les Ukrainiens. Trump, le joueur, mis à part que l'Ukraine, c'est pas Vegas. Oui, un mot et je voudrais conclure. Je suis d'accord justement sur ces deux hypothèses, mais fondamentalement, je pense que Trump a la conscience
que ce qui serait perçu comme une humiliante défaite en Ukraine, c'est-à-dire on brade, on s'en va, comme le départ d'Afghanistan, serait dévastateur pour les États-Unis en termes stratégiques et d'image, vis-à-vis de la Chine, notamment vis-à-vis pour Taïwan, vis-à-vis de la Corée du Nord et de tous ces, pour reprendre la terminologie bushienne, ces États voyous. Et donc là-dessus, et l'Iran, évidemment, il est évidemment tenu à un certain résultat. Oui, c'est vrai. Gilles Delafont, vous partagez ce qui est dit sur ce plateau. Trump joue, mais joue gros et a une obligation de résultat, si ce n'est de gagner même. Absolument, je partage tout à fait ce qu'a dit Benoît. Trump, il veut incarner la force et l'Amérique qui gagne. Et donc, sur l'Ukraine, comme sur tous les autres dossiers. Et d'ailleurs, Trump, qui n'est pas encore président, a pris une première décision très importante de politique étrangère quand il a annoncé, je crois que c'était hier ou avant-hier, qu'il imposerait des tarifs très importants au Canada et au Mexique. Ça veut dire, je suis déjà président, c'est moi qui décide, c'est moi qui vais mener la danse, c'est moi qui ai le fort, c'est moi qui vais imposer mes tarifs au Canada et au Mexique, et je pense qu'il aura le même comportement sur l'Ukraine. Je pense que et qu'il fera ce qu'il faut pour paraître comme fort. L'important, c'est qu'il se sorte de ce dossier en position de force, qu'il puisse effectivement clamer sa victoire. Alors maintenant, est-ce qu'effectivement il clamera sa victoire comme l'avaient fait les Américains après la guerre du Vietnam? Je ne crois pas, parce que le dossier est quand même pas identique. Et puis il n'y a pas eu 55 000 morts américains sur le sol ukrainien. Mais il faut bien prendre conscience de cette position très égotique de Trump qui veut apparaître comme quelqu'un d'extrêmement fort à la tête d'une Amérique qui regagne en splendeur, en richesse et en importance. Vous dites, Magali ? En effet, pour aller dans ce sens-là, il y a un slogan qu'on entend beaucoup dans l'entourage de Donald Trump, la paix par la force. Cette idée que justement il faut montrer les muscles pour obliger ensuite les belligérants à se mettre autour de la table des négociations et obtenir la paix. Parce que quand même, la grande idée de Donald Trump, c'est ce qu'il a dit pendant toute sa campagne, empêcher la Troisième Guerre mondiale. Donc obtenir quand même cette paix coûte que coûte. Et d'ailleurs, juste un mot pour vous dire que dans l'équipe de Donald Trump, on estime déjà que s'il y a un cessez-le-feu, par exemple, au Liban, c'est l'effet Trump. C'est comme ça qu'en tous les cas le revendique Mike Waltz, le futur conseiller à la sécurité nationale. Si Joe Biden, soi-disant, a obtenu ce cessez-le-feu, c'est que déjà cette idée de paix par la force est en train de l'emporter grâce à Donald Trump. C'est ça le narratif qui est en train d'être imposé du côté des équipes de Trump.